Quand j'ai commencé à faire du cinéma comme directeur de la photo, j'ai essayé de voir ce que faisaient mes collègues. Bon, j'ai essayé d'en rencontrer même, d'ailleurs, pour voir. Bon, en fait, je veux dire, le fait d'avoir fait À bout de souffle, j'étais déjà un pestiféré. Donc, bon, et puis en même temps, j'avais une idée très particulière qui était, enfin, que j'ai toujours gardée. J'ai toujours aimé les choses qui étaient un peu plus compliquées et un peu difficiles à faire. Donc, bon, c'est pour ça que j'avais quand même un certain goût du risque et des choses comme ça. Alors, le principe, il était extrêmement simple avec Jean-Luc. Parce qu'en réalité, là, on devait faire quelque chose de radicalement différent de tout ce qui se faisait dans le cinéma, puisque l'idée, c'était, on filme un reportage. Hein. Donc, un reportage, c'est-à-dire, ça veut dire la caméra à l'épaule et pas de lumière du tout. Donc, le système était, est-ce que je l'accepte ou je l'accepte pas? Bon, moi, comme j'étais ancien photographe de correspondant de guerre, donc je veux dire, ça m'a pas du tout, disons, gêné du tout. Je pense que certainement, sur des opérateurs plus chevronnés qui avaient l'habitude de travailler en studio, ils n'auraient sûrement pas été contents. Bon, et là, le problème, il se passait comme dans un reportage, parce qu'il n'y avait pas de scénario. Tous les jours, Jean-Luc arrivait, il avait écrit des trucs, on tournait ce qu'il avait écrit. Quand on avait fini de tourner ce qu'il avait écrit, on s'arrêtait de tourner. Et s'il n'avait rien écrit, on ne tournait pas, on attendait qu'il écrive quelque chose. Donc je veux dire, il n'y avait pas de réflexion particulière à avoir sur la photographie, si ce n'est que d'essayer de la faire le mieux possible, mais en tant que reportage. Sur Bonaparte, on avait deux caméras. On avait une caméra légère qui était une Arri avec ce blimp. Bon, et puis on avait le Mitchell qui était la caméra qui a servi pratiquement à partir d'un certain moment à faire pratiquement tout. Pour la nouvelle vague, il y avait un gros problème qui était le problème de synchroniser le son avec l'image. Parce qu'à l'époque, il existait les seules caméras qui étaient synchrones, elles pesaient 90 kilos. Donc il n'était pas question de les porter, les porter sur l'épaule pour faire des prises de vue à la main. Quand on a fait Bande à part, on a tenté de faire des prises de vue, la caméra à portée, à la main. La réflexe était beaucoup moins bruyante que le caméflex qu'on utilisait. Donc on avait fabriqué un espèce de blimp en souple par-dessus, mais avec en plus, on était obligé de faire des trous, des voyants dedans, parce qu'il fallait pouvoir changer les points, etc. Donc quand on était en extérieur pour faire des scènes dans les rues et tout comme ça allait. Même malgré tout, ça faisait du bruit et on entendait la machine dès qu'on entrait dans une pièce. Donc on a essayé un autre système, c'est-à-dire on a fait fabriquer un petit chariot avec 3 roues sur pneus. Bon, c'est un truc qu'on utilise partout maintenant qui s'appelle le Western Dolly. Et puis donc on a foutu la caméra là-dessus. Mais la caméra, elle faisait, comme je l'ai dit, c'était un Mitchell, 55 kilos, un pied qui devait faire 50 kilos à peu près, qui était les gros pieds avec la plateforme, donc ça faisait déjà 100 kilos plus l'opérateur. Bon, c'est-à-dire que donc, comme il y avait beaucoup de panoramiques à faire, à chaque fois que l'opérateur était obligé forcément de monter c'est-à-dire moi, donc, il était obligé de monter sur le petit chariot, et forcément, je veux dire, on faisait la bulle sur un côté, mais quand on faisait un panneau sur l'autre, forcément, en écrasant les pneus, la caméra bougeait très légèrement. Et finalement, il y a beaucoup de critiques du cinéma qui ont cru que c'était des films qui étaient pris à la main. Et que c'était, je veux dire, quand on faisait les panneaux, on les faisait toujours un petit peu de travers. Mais en réalité, c'était à cause de la souplesse des pneus qui s'écrasaient quand on faisait les panoramiques. Comme il n'y avait que du matériel de studio qui existait, je veux dire, c'était complètement impossible de rentrer ce système dans les maisons. Donc on a été obligé d'utiliser du matériel de photographe amateur, c'est-à-dire, et puis du matériel léger qu'on utilisait pour faire des reportages, des trucs comme ça. C'est-à-dire, bon, dans Bande à part, il y avait des décors qui étaient très grands, et puis on tournait par des temps qui n'étaient pas terribles, il faisait assez gris. Donc il n'y avait pas beaucoup de lumière, il fallait donc pouvoir éclairer à l'intérieur. Tante Victoria! Tante Victoria? Oui, je suis là.
Comme il y avait des panoramiques qui faisaient constamment 360 degrés, donc on ne pouvait rien avoir, on ne peut pas mettre des pieds, des statifs, donc il fallait éclairer tout par le haut. Donc on a éclairé tout avec du matériel léger, des lampes à réflecteurs qui s'appellent des RFL, qu'on envoyait en réflexion sur le plafond, de manière à ne pas avoir d'ombre de perche ou des choses comme ça, ou les ombres de caméra projetées. À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se tournaient dans la rue, même pas la télé d'ailleurs, parce que il n'avait pas encore non plus de caméras très légères à la télévision, donc il tournait avec des petites caméras de 16 mm, et il faisait assez peu de choses dans les rues. Donc je veux dire, les gens n'étaient pas en alerte à se dire, tiens, je vais aller faire, comme ça se passe maintenant. Je veux dire, donc c'était relativement facile à faire. Bon, c'est vrai que c'est une chose qui se faisait, je veux dire, avant la nouvelle vague, mais ça se faisait en studio. C'est-à-dire, si on avait besoin de tourner dans une rue, on reconstruisait la rue dans un studio, dans la cour du studio, n'importe où. Bon, et puis on mettait des figurants. Bon, là, je veux dire, le fait de tourner dans les décors naturels, bon, ça posait des problèmes parce qu'il fallait, on n'avait pas le droit de mettre de la lumière et des trucs comme ça, puis en plus les gens à bouger, mais en même temps, évidemment, ça faisait beaucoup d'économies sur le budget. Alors, ce qui permettait à Jean-Luc de faire des films pour vraiment pas cher. La façon que Jean-Luc a de tourner fait que comme il n'y a rien d'écrit, je veux dire, on ne sait pas quel minutage on a. Donc la script était obligée tous les 2 ou 3 jours, de dire à Jean-Luc, bon, ben, on a tant de minutage de tournée. Bon, et alors quand il s'apercevait qu'il n'y avait pas assez, alors le système c'était où on demande aux acteurs de lire le journal pendant 3-4 minutes, de manière à pouvoir faire déjà 3 minutes de machin. Elle me traitait comme un domestique, dit le bûcheron mari de la châtelaine disparue. À l'époque, c'était assez important que les films fassent 1h30, enfin au moins 1h25, et pas plus, pas trop long, pour qu'on puisse vendre des esquimaux dans les salles. Donc les distributeurs étaient assez à cheval sur le temps. Conduisait les meurtriers d'Orthez en prison. Il voulait l'embrasser, mais elle ne lui pardonne pas d'avoir préparé le petit déjeuner pour sa femme et ses filles avant de se tuer et de se donner la mort. On répète les scènes dans un autre endroit, personne ne vient sur le décor, et on met les comédiens en place, et on arrive avec la caméra étant dissimulée, et puis il lance les comédiens, et hop, on tourne comme pour un reportage, et puis on fait une prise, on ferme la boutique, et on s'en va. Bon, en général, il y avait une assez bonne ambiance. Ça dépendait de l'humeur de Jean-Luc, mais en même temps, comme il était assez content de faire ses films, bon, par exemple sur Bonaparte, je veux dire, bon, les comédiens qu'il y avait, c'était pas des super vedettes, donc ils n'avaient pas de raison d'avoir la grosse tête et de gêner le tournage. En plus, ça les amusait beaucoup de faire ce truc où on savait pas très bien ce qu'on allait faire le lendemain, etc. Donc ça se passait assez bien, je veux dire. Et comme les résultats semblaient plaire à Jean-Luc, il était d'assez bonne humeur pour ce film. J'aurais dû dire aussi que la nouvelle vague française doit beaucoup à Georges de Borgard, qui a fait sortir Jean-Luc Godard, et puis qui a essayé de mettre le pied à l'étrier à tout un tas d'autres, comme Jacques Demy, etc. Et puis Pierre Bomberger, qui a fait démarrer François Truffaut. Sans ces 2 producteurs-là, je pense que la nouvelle vague aurait eu beaucoup de mal à s'élancer. Bon, parce que la nouvelle vague, il faut bien savoir que c'est une mafia des cahiers du cinéma. Hein. C'est-à-dire que tous ceux qui n'étaient pas au cahier du cinéma, mais qui ont commencé à faire du cinéma en même temps, c'était pas la nouvelle vague. Par exemple, De Broca n'était pas la nouvelle vague. Pierre Schoendorfer n'était pas de la nouvelle vague. Il y avait François, il y avait Rivette, etc. Bon, cela, c'est la nouvelle vague. Bon, donc, je veux dire, c'est une catégorie spéciale qui n'a rien à voir avec le travail qu'elle faisait. En fait, c'est simplement que c'était des nouveaux metteurs en scène
qui arrivaient sur le marché, mais qui étaient en même temps des collaborateurs du Cahier du cinéma. Voilà. Bon, alors, par rapport à François Truffaut, ça n'a aucun rapport. D'ailleurs, Jean-Luc n'a aucun rapport avec personne. C'est un personnage à part. D'ailleurs, il dit lui-même, il dit, moi, je ne fais pas de film, je fais du cinéma. Hein? Alors que les autres font des films. François, bon, c'est un monsieur qui fait du cinéma d'une manière classique, mais selon son cœur à lui, selon ses sentiments personnels. Il a essayé de donner un coup plus jeune sur la façon de travailler, mais en même temps, il fait quand même un cinéma classique, alors que Jean-Luc ne fait pas du tout de cinéma classique. Il n'a aucun rapport. Et les autres essaient de faire... Tous ceux qui essaient d'imiter Jean-Luc se trompent, parce que même s'ils ont du talent, Jean-Luc a du génie. C'est complètement différent.